Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel alumni de la BBS, Samir, qui va aujourd'hui nous parler donc de son passage à l'école et du projet dont il est CTO, hein, c'est ça, Samir? C'est ça. Voilà, donc il va nous parler de Safe Out, un projet de traçabilité qui a bien évolué depuis ses débuts. Donc Samir va pouvoir nous parler de tout ça. Merci à toi de t'être libéré pour venir partager tout ça dans une période chargée pour vous, hein. Très, très intense en ce moment, ouais. Voilà, tu vas nous en parler, mais bon, tant mieux. En général, c'est bon signe quand on traverse des périodes comme ça sur un projet, c'est que ça bouge, c'est qu'il se passe des choses. Donc c'est positif. Donc bah peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter voilà rapidement qui tu es et puis un peu le parcours que tu as eu avant d'en arriver à la blockchain, ce projet Safe Out qui on va le préciser dès maintenant, n'a pas démarré à la BBS, hein. Il avait déjà débuté avant la BBS. Et donc c'est dans ce cadre-là justement que Samir est venu se former. Donc voilà, il va nous parler de tout ça. Je te laisse te présenter, Samir. Ok, super. Bah, du coup, je m'appelle Samir. Et moi, à la base, j'ai fait une école d'ingénieur en génie civil. Et après, je me suis redirigé vers l'informatique. Et là, j'ai toujours su que voilà, que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, enfin, je suis hyper à l'aise, j'adore coder. Et j'adore le côté un peu builder qu'il y a. On a un projet dans notre tête, il existe que dans notre tête ou dans la tête de quelqu'un d'autre. Et nous, on arrive à l'amener à la réalité. Et c'est vraiment intellectuellement hyper stimulant et hyper intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Du coup, je suis devenu assez vite full stack développeur. J'ai travaillé en freelance et notamment, je suis devenu prof. Donc moi, à la base, je suis un prof voilà, prof développeur web et j'ai voulu aller plus loin et je suis rentré à 42. Le but à ce moment-là, c'était de me dire, OK, vraiment, je suis prof de développement full stack, je connais assez bien mon domaine, mais je veux aller encore plus loin, je veux vraiment devenir le meilleur expert possible. Là, je suis rentré à 42. 42, je pense que bon, tout le monde connaît un petit peu l'école. C'est une école avec une mentalité assez particulière. Et moi, je suis tombé un petit peu amoureux du concept et j'ai repris l'école à ce moment-là. Il faut savoir que j'étais déjà développeur et j'avais 30 ans à ce moment-là. Donc j'ai repris l'école à 30 ans. Et là, j'ai découvert un petit peu tout un monde un peu nouveau d'entrepreneuriat et de start-up. Ok. Donc moi, j'ai fini le tronc commun, j'ai fini la partie de l'école 42 qui m'intéresse pour l'instant, et mon seul objectif, c'est d'apprendre ce monde, enfin de connaître ce monde étrange qu'est le monde des startups, où il y a des gens, on dirait, ils ont des idées, et ces idées, ils arrivent à les amener à la réalité. Et ça me passionne beaucoup, à tel point que je fais un stage dans une autre startup. Je rejoins la startup, j'apprends beaucoup de choses dedans. Euh, je me rends compte que cet endroit, c'est vraiment l'endroit où je veux être. Donc à ce moment-là, c'est mes rencontres avec Station F. Je rentre dans une startup à Station F, je découvre un peu tous les termes, parce que chez nous, on a plein de termes dans tous les sens qui sont connus pour nous, mais c'est tout un langage. En fait, moi, je dirais que startupper, c'est un peu un métier, tu vois. Et du coup, en rentrant dedans, j'ai commencé à apprendre. Et quand j'ai terminé le stage, j'ai rencontré un associé. Enfin, pour l'instant, c'est un garçon, c'est un garçon qui m'a reconnu. Alors, je suis un peu décousu, mais en gros, quand j'étais à 42, j'ai eu un peu de notoriété parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Moi, je parlais beaucoup de développement, d'entrepreneuriat. Et ceux qui rentrent à 42 peuvent me reconnaître. Ça a été son cas à lui. Et à partir de ce moment-là, je dirais qu'on s'est plus trop quitté parce que tout de suite après, on a commencé à faire un hackathon. Ce qu'il faut comprendre, c'est à ce moment-là, moi, je connais bien mes forces et mes faiblesses. Je sais que je suis capable de créer des projets techniquement. Je sais que je suis assez bon là-dedans. Mais je sais que vendre, bien exposer, convaincre, c'est pas forcément mon champ d'expertise. Je suis capable, je suis un bon prof, mais c'est pas le truc qui me drive le plus.
Moi, du coup, je me reconnais vraiment bien en tant que CTO. Et là, il y a un programme, un hackathon dans lequel on s'inscrit, lui et moi, et c'est là que l'idée va naître. Cette startup, du coup, je vais rentrer un peu plus dans les détails plus tard, mais cette startup qu'on commence à créer et qui grandit petit à petit, c'est une startup qui touche à la blockchain. Moi, en tant qu'étudiant de 42, je suis capable d'apprendre la blockchain très très vite et c'est ce que je fais. Je rentre dans les détails, je rentre dans le code et j'arrive à devenir quelqu'un qui sait jouer avec la blockchain, qui en a les codes, qui sait comment ça fonctionne et j'arrive très vite à faire un proof of concept de notre idée. Et c'est là que en fait, la blockchain Business School va intervenir. Oui, je sais un petit peu coder sur la blockchain et c'est cool et je suis assez content. Mais pour l'instant, à ce moment-là, dans l'univers de la blockchain, je connais pas grand monde. Et pour l'instant, dans le monde de la blockchain, j'ai pas en fait une sorte d'overview globale de comment ça marche. Je ne connais pas toutes les différentes blockchains, les plateformes, c'est quoi leur différence, comment ça marche, ça veut dire quoi quel terme, ça veut dire quoi ce terme-là, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, j'ai pas cette expertise-là et c'est à ce moment-là que je vais rencontrer la Blockchain Business School. J'en entends parler à 42 et je rentre dans l'école et à ce moment-là, je rentre dans l'école. Et c'est là qu'on se rencontre, Nathan. Ok, top. Donc là, du coup, tu fais ta formation du coup à la BBS dans le cadre du projet que tu développes. Oui. Que tu vas d'ailleurs proposer comme, comme sujet de travail pour le passage de la certification, hein. D'autres apprenants de la BBS qui ne sont pas du tout liés au projet vont travailler avec toi dessus. Euh, qu'est-ce que du coup la BBS t'a apporté pour la suite du projet, notamment pour toi personnellement? Par rapport à ce que tu viens de nous exposer, par rapport à ces objectifs, on va dire, que tu avais ou ce que tu recherchais en venant? Alors déjà, la Blockchain Business School, elle a des modules vidéo qu'on peut regarder un peu comme on veut, un peu à la vitesse qu'on veut. Et moi, ça m'a plu parce que j'ai voulu aller très vite et pouvoir absorber beaucoup de connaissances rapidement. Et en ça, j'ai trouvé les cours assez bien faits euh, parce qu'en fait, ça donne vraiment un historique et une overview globale de la blockchain. Avant de rentrer trop vite dans la technique, dans comment ça fonctionne au niveau code, ce qui a été un peu ce que moi j'ai fait directement. Quand j'ai voulu apprendre la blockchain et faire marcher le premier proof of concept que j'avais en tête sur la blockchain, moi je suis un fonceur, je fonce et directement je fais une première version, puis je fais une deuxième version, puis je fais une troisième version. C'est comme ça que j'apprends et c'est très bien. Mais ça me donne pas toute la culture générale et la connaissance globale du milieu de la blockchain, comment ça fonctionne. Et bah là, avec les cours de la blockchain, avant même d'avoir rencontré d'autres personnes, dès que je peux me connecter à l'interface, j'ai accès à des connaissances qui sont quand même bien rangées et qui m'expliquent d'où ça vient, pourquoi, c'est quoi l'histoire, Bitcoin, les autres, comment ça arrive, dans quel ordre, avec pas mal de connaissances, je dirais, qui ne sont pas forcément techniques, qui sont un peu techniques, suffisamment juste pour pouvoir mener, en fait, pour pouvoir gérer des conversations avec tout le monde dans la blockchain, quoi. Moi, parfois, avant la BPS, on pouvait me dire, on pouvait me parler de tel, je sais pas, consensus un peu étrange, ou telle façon tel nœud qui fonctionne de telle façon, et j'allais pas forcément tout maîtriser. Avec le parcours de la BPS, je suis beaucoup plus confiant. Si on parle techniquement de la blockchain, je vais un peu connaître tous les sujets, quoi. Ok, top. Et donc Safe Out. Parle-nous du coup de ce projet. Donc, alors, il naît pendant ce hackathon, hein, tu nous disais. Alors peut-être comment vous vient l'idée au moment de ce hackathon et puis raconte-nous peut-être déjà voilà les débuts du projet avant qu'on parle voilà de ses évolutions et notamment de ce que c'est aujourd'hui et de vos actualités. Voilà le début du projet, comment ça se passe, la première version, ça ressemblait à quoi? Vous l'aviez imaginé comment? Alors, SafeOut, c'est vraiment la rencontre avec Jean-Alexandre, que tu as mentionné tout à l'heure. C'est vraiment c'est une vision qu'il avait en tête depuis un moment parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il achète et il revend des montres.
C'est une activité qu'il exerce. Un peu pareil pour des chaussures, il est dans cet univers-là et il parle à des gens autour de lui qui lui disent: «Bah, moi, j'ai une montre, cette montre-là, qui est, qui a beaucoup de valeur et en fait, elle a tellement de valeur que j'ose pas la porter dehors. J'ose pas la porter à l'extérieur, je vais me la faire voler, donc du coup, elle reste dans un coffre» et lui, en tant que grand amateur de montres et même de chaussures, de sneakers, ça le frustre. C'est très frustrant pour lui. Il se dit: «Bah, on a des objets de valeur qu'on n'ose pas porter en public, c'est vraiment dommage». C'est vrai que quand quelqu'un, arrache une montre et bah, au final, la montre, il la revend un petit peu comme si c'était à lui et c'est là que même l'idée, on va dire, elle est vraiment à la base, la blockchain est à la base de l'idée parce que lui, à ce moment-là, il porte des chaussures, c'est des artefacts qui sont scannables. Donc ces chaussures qui sont scannables, il les scanne, et il se dit: «Bah, OK, c'est vraiment cool que ce soit, que ce soit scannable, mais ça serait trop bien si en plus quand je scanne, je peux savoir si elles sont toujours à moi ou pas, si elles ont été volées ou pas». Et c'est là que le déclic se fait. Le déclic, c'est de se dire: «OK, si quelqu'un vole quelque chose, on pourrait avoir un NFT qui serait relié au produit et du coup, ce NFT, on pourrait rajouter l'information, est-ce que c'est volé ou pas?» Et du coup, quand si l'objet est volé, bah, en fait, tout le monde le sait et puis l'acheteur le sait et puis du coup, mécaniquement, ça va diminuer le vol. L'idée, elle part de là et mais lui, tout seul, il est encore très débutant à 42, il a l'idée un peu commerciale, mais il ne peut pas la construire. C'est là que nous, on se rend compte, il m'expose l'idée, je fais une première version qui est très, très blockchain, il faut connecter son wallet et cetera et cetera. C'est cool, ça prouve le concept, mais ce qu'il faut voilà, ce qu'il faut comprendre avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut, c'est pour ça que c'est très compatible avec l'esprit 42, c'est il faut essayer, se tromper, itérer, recommencer encore et encore et encore et du coup, la première version que j'ai fait, bah, j'en étais pas très satisfait parce que ça prenait 10 secondes à écrire l'information sur la blockchain, parce qu'il fallait connecter son wallet et que je trouvais pas ça, évident et donc du coup, pendant, on va dire des mois, parce que je travaillais à côté, j'étais pas encore à temps plein dessus. Pendant des mois, j'ai pu affiner une deuxième version du POC et là, on est arrivé en quoi? C'était peut-être, on va dire septembre, 2025. À ce moment-là, avec Alexandre, on a fait un point. Avec Jean-Alexandre, on a fait un point et je lui ai montré une version où, quand on scanne le produit, ça s'affiche immédiatement, où on peut déclarer voler et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé officiellement. À ce moment-là, on a été accepté, à l'incubateur de 42. Donc c'est énorme, on rentre à Station F, il faut savoir que nous, on est trop contents. On est comme des enfants, on rempli de joie, on est accepté dans cet endroit qui est merveilleux, où il y a 1000 startups partout. L'enthousiasme, vraiment, sur toute cette aventure, il est très important pour nous. On veut être content de chaque étape, de chaque étape qu'on franchit. Donc non seulement on est hyper content de rentrer à 42, mais en plus, ça ne s'arrête pas là, à l'incubateur de 42, à Station F, mais en plus, ça ne s'arrête pas là. On fait un grand hackathon à Vierzon. Et là, c'est peut-être, je me dis, je peux, si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont une idée et qui veulent la réaliser, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé à ce grand hackathon de Vierzon, c'est il faut pitcher l'idée à fond à tout le monde en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça, on va voir c'est quoi les critiques qui reviennent tout le temps. On va pouvoir s'adapter, on va pouvoir y répondre. Et même des gens de eux-mêmes, parfois, vont nous donner des clés auxquelles on n'a pas pensé avant. Et nous, je pense que c'est ce qui nous a permis de gagner ce hackathon. Donc pour nous, c'était incroyable. En même temps, on rentre à Station F. Et en même temps, on remporte le premier prix du hackathon de Vierzon. Et du coup, c'est incroyable. Ça nous donne tout de suite une aura sur LinkedIn. On a des VC qui nous contactent, on a de la traction. Rapidement après, on signe un premier client qui veut tester notre solution et qui est toujours là et qui est toujours content et qui travaille avec nous. Et donc, du coup, tout ça a pu se faire très vite grâce à cette exposition qu'on a eue. Ok, génial. Ce premier client, sans le citer, quelle est son activité en fait, voilà, dans quel cadre ils intègrent votre solution? Euh, ouais, on ne peut pas trop citer le domaine, mais en gros, c'est des équipements de sécurité et l'intérêt de ces équipements de sécurité, c'est que si il est volé, euh, le propriétaire et la boutique veulent savoir que c'est un objet volé. Et donc, c'est là que nous, notamment, on peut intervenir. Ok. Donc, alors,
corrige-moi si je me trompe du coup, mais j'ai l'impression du coup, sur votre projet, parce que des projets de traçabilité de produits, il en existe un certain nombre, mais du coup, j'ai l'impression que votre point de différenciation, s'articule vraiment autour de ce côté vol. Si le produit que je veux acheter a été volé, je vais avoir la capacité d'avoir cette information. Et donc bah voilà, de pas acheter un objet qui a été volé. Ça veut dire aussi que a priori, ça réduit l'incitation à voler des objets de valeur pour les revendre derrière, parce que du coup, si on a une solution qui permet aux acheteurs potentiels de le savoir, de le détecter, il y a tout de suite, il y a tout de suite beaucoup moins d'intérêt. Donc, et c'est pas un discours que j'entends dans d'autres projets de traçabilité qui, eux, du coup, voilà, articulent leur discours sur d'autres points. Et j'ai l'impression que voilà, chez SafeOut, c'est vraiment ce point-là qui est central le use case. On va dire en effet que c'est notre ADN. Il faut savoir que du coup, safe out, c'est la sécurité en extérieur. Et la vision globale, c'est de pouvoir se sentir plus en confiance, de se sentir plus en sécurité avec des biens qui sont protégés par safe out. Donc, c'est la vision globale. Après, nous, du coup, on a un avantage très technique. On a été plusieurs à travailler sur le produit, sur le côté technique. On a vraiment une authentification qui est très, très forte des biens, qui nous permet d'assurer, on va dire, de façon parfaite, le lien entre un NFT, un produit physique, une version digitale et son produit physique. Donc ça, c'est une de nos forces. Mais on a pas mal de force, notamment sur le Digital Passport Product, où on est très impliqué. Et même en étant en contact avec le marché, on peut se rendre compte que certains clients demandent des features en plus que nous, on est capable de donner. Et en fait, cette flexibilité que nous, on a, d'être, de, je dirais, de ne pas mettre le fond de la technologie Web3 au centre. On ne vend pas un protocole pur, on vend un protocole général. On vend une façon de travailler et d'authentifier et de suivre des produits. Derrière, celui qui suit un produit et qui veut, lui, il est intéressé par telle feature en plus parce que ça l'intéresse par rapport au lien qu'il va avoir avec ses utilisateurs, ce genre de choses. Bah, nous, on va avoir une très grande force et une très grande flexibilité pour donner au client, pour mettre le besoin du client au centre et d'être capable de le servir dans ce sens-là. Donc ça, c'est notre force. Techniquement, on est très très fort là-dessus. Ok, ouais, super important ce que tu viens de dire. Donc oui, vous vendez pas vous vendez pas un produit blockchain ou une solution blockchain. Vous vendez une solution d'authentification et de traçabilité. Point. Mhm. Pas besoin d'expliquer qu'il y a la blockchain derrière, etc. Ça, à la limite, c'est pas ce qui intéresse vos clients finalement. C'est la réponse aux besoins ou à la problématique de traçabilité, de forte authentification, comme tu disais. Enfin, voilà, c'est ça qui les intéresse en fait. C'est les utilités que la solution que vous proposez vont avoir pour eux et pas nécessairement les technologies qu'il y a derrière et qui permettent ces réponses à leurs problématiques et à leurs besoins. Exactement. On arrive à un niveau avec la blockchain, un petit peu comme les autres technologies, où on n'a plus à les mettre en avant comme un argument. C'est la résolution d'un besoin qu'on va mettre en avant. Et est-ce qu'on utilise la blockchain ou pas, de quelle manière exactement, pour résoudre quel besoin, ça va être ça le plus important et c'est sur ça qu'on se concentre. Je pense qu'il faut faire attention avec des raccourcis quand on est dans le monde du Web3, de dire, OK, bah, du coup, je vais tout de suite faire des NFT purs, tels que je les connais pour les produits. Et peut-être qu'on peut ne pas se rendre compte que bah, les marques, elles veulent peut-être pas avoir toutes leurs informations de produits sur la blockchain. Donc là, ça nous demande une approche plus intelligente, encore une fois, à mettre vraiment le besoin des utilisateurs avec lesquels on travaille, des prospects et des clients qu'on a, de les mettre au centre et de les servir de la façon qu'ils veulent. C'est pas parce que c'est la blockchain que, même si nous, en tant que communauté, on a des valeurs fortes de décentralisation, par exemple, si les boîtes ou si certains acteurs veulent des choses un petit peu différentes, légèrement, il faut essayer de bien comprendre
pas imposer notre façon de faire, travailler ensemble et construire quelque chose de nouveau, parce que la blockchain reste malgré tout assez nouvelle. Oui, de toute façon, c'est s'il y a si quelque chose impose la direction, on va dire, c'est le marché, hein. Donc voilà, on s'adapte au marché, on s'adapte à la demande, aux tendances. Euh, est-ce que, Exactement. euh, est-ce que sur ce côté-là, vous êtes carrément dans une démarche euh, presque d'invisibilisation de la blockchain finalement par rapport aux clients que vous allez adresser ou pas forcément? Parce que c'est une tendance enfin, qui maintenant date de quelques temps maintenant, de se dire, bon, bah voilà, finalement, à force de mettre la blockchain et ses caractéristiques techniques et tout le jargon spécifique en avant pour se vendre, en fait, on finit par faire fuir les gens, par faire fuir les clients, faire fuir les entreprises, etc. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre, etc. C'est pas ce qu'ils veulent savoir. Et donc maintenant, depuis quelques temps, la tendance, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est plutôt de se dire, on va complètement invisibiliser cette partie-là du projet. On va pas en parler, voilà, à moins évidemment qu'il y a des questions spécifiques qui portent dessus. Mais sinon, voilà, on va pas en parler parce que le projet se résume pas à ça. Nous, en tout cas, un client final, s'il ne veut pas avoir de blockchain, il ne verra pas de blockchain. C'est ça le plus important. Si ils veulent se connecter simplement, Connect with Google, se connecter avec un mail, nous, on fait ce qu'il faut pour que la blockchain derrière, ils ne la voient pas. Même les marques avec lesquelles on travaille, euh, on n'estime pas que nos partenaires, que nos clients doivent être des connaisseurs du Web3. Ils doivent avoir toutes les interfaces visuelles pour comprendre simplement comment ça marche. Et on n'a pas à faire de l'éducation sur le Web3 qui soit trop forte. Donc nous, on imagine vraiment des choses très simples pour rester dans cette invisibilisation de la blockchain. Mais on n'est pas tout seul là-dedans. C'est vraiment une tendance dans le Web3 en général. Toutes les blockchains ont des protocoles qui leur permettent maintenant assez simplement de ne pas passer par des wallets, mais de passer directement par les mails. Et nous, évidemment, comme on garde en tête que pour l'instant, en tout cas, la grande majorité de des utilisateurs finaux ne vont pas avoir de wallet, on a des solutions pour ça. Oui, voilà, j'ai en tête un live que j'ai fait il y a pas longtemps avec un autre professionnel du secteur qui disait l'adoption de la blockchain arrivera quand on arrêtera d'en parler. Parce qu'en fait, voilà, les gens finiront par utiliser quand ça répondra réellement à des besoins ou à des problèmes qu'ils ont, que ça marchera, que ce sera fluide et facile à utiliser. Et moi, je prends souvent l'exemple d'Internet. Je pense on arrête 10 personnes dans la rue au hasard et on leur demande comment fonctionne Internet. Je suis même pas sûr qu'une seule sur les 10 soit capable de répondre, alors que par contre, on peut être sûr que toutes l'utilisent. Mais voilà, on n'a pas besoin de comprendre dans les moindres détails comment ça marche et comment ça fonctionne. Pour autant, utiliser et avoir un intérêt à utiliser des solutions ou des produits qui vont être basés sur ces technologies-là. Encore une fois, du moment que ça marche, du moment que c'est facile à utiliser, que ça ne demande pas un doctorat pour comprendre et pour pouvoir en avoir un usage, et du moment que ça répond à des besoins que j'ai ou à des problèmes que j'ai, l'essentiel est là. Euh, du coup, là, c'est quoi les actualités plus récentes du coup de Safe Out? Donc là, on est allé jusqu'au hackathon de Vierzon. Donc je crois que c'était dans le deuxième semestre 2024, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc depuis ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous avez obtenu un grant. Via la fondation de la blockchain sur laquelle vous construisez. Peut-être que tu peux nous parler aussi de cet aspect-là. Oui, je vais en parler. Déjà, déjà, du coup, je m'excuse un peu parce que moi, j'ai toujours du mal à me souvenir aussi bien que mon associé de toutes les bonnes nouvelles qu'on a. J'arrive pas à les suivre. Moi, c'est lui qui est vraiment optimiste et qui les garde bien en tête et qui a vraiment ce bon mindset-là de toujours empiler les bonnes nouvelles sur les bonnes nouvelles. Moi, je vois un peu plus les problèmes et j'arrive toujours à les résoudre. Du coup, je me souviendrai pas de toutes les bonnes nouvelles qu'on a, mais en tout cas,
ce qui est intéressant, c'est qu'on est soutenu par la BPI. Donc, voilà, c'est ils ont estimé qu'on était vraiment de confiance et qu'on avait des bonnes avancées et que ça valait le coup d'investir sur nous. Donc, super bonne nouvelle et oui, on a un partenariat avec Solana. Donc on a une blockchain qui nous soutient, qui trouve que le projet est intéressant. On a reçu même des grants à l'échelle de la France, du pays, mais même au niveau de la fondation. Ça veut dire qu'on s'est approché de la fondation mère aux États-Unis et dans la globalité de la roadmap de la blockchain, ils ont trouvé que travailler avec SafeOut était quelque chose qui allait leur apporter quelque chose. Donc nous, ça veut dire on a vraiment un angle intéressant, concret et qui nous marque comme un acteur dans le monde de l'authenticité, de la blockchain, du digital passport product, qui nous marque comme un acteur important quelque part. Ouais, super, super intéressant. Alors tiens, du coup, quels sont les avantages que tu vois aujourd'hui dans l'écosystème Solana pour développer votre solution? Voilà, toi qui du coup bah, a pratiqué cet écosystème techniquement pour travailler sur le projet. Voilà, quels avantages tu as pu expérimenter, quels points forts tu t'as pu relever voilà, dans toi, ton expérience au quotidien, ton travail au quotidien pour développer techniquement SafeOut. Mais, déjà, c'est une blockchain qui est utilisée et qui est très utilisée. Donc ça amène tous les bons côtés qu'on imagine, déjà d'être très accompagné. Ils ont une communauté très très active. Euh, c'est le travail de la super team de Solana en France est incroyable. Ils sont très présents, on est très proche d'eux. Ils nous ont beaucoup aidés, que ce soit techniquement, mais que ce soit aussi dans l'élaboration totale de SafeOut. En fait, c'est assez incroyable d'avoir une communauté où on se sent vraiment, vraiment proche et où on peut partager ce qu'on fait avec des professionnels qui sont encore plus connaisseurs, qui sont là depuis le début et qui s'assurent qu'on ne sorte pas des rails, quoi. Donc Solana, c'est ça. Et du coup, c'est des SDK, des façons de travailler en tant que développeur qui sont du coup bien élaborées, qui sont bien construits. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on voit la blockchain comme un outil. Et cet outil, s'il est bien construit, ça va nous permettre de sécuriser les informations qu'on a au niveau de SafeOut et de garantir qu'elles n'ont pas été modifiées, qu'elles n'ont pas été bougées. Et ça, pour l'instant, le premier POC que j'ai réalisé, non, le deuxième POC que j'ai réalisé était avec Solana et remplissait très bien le travail. Donc du coup, nous, enfin, on, on creuse dans l'écosystème, on va encore plus loin, et en allant encore plus loin, on trouve en fait des fonctions qui ne sont pas toujours très connues, pas encore très utilisées, mais on se rend compte qu'il y a un travail incroyable. Par exemple, on peut faire des transferts confidentiels. Et ça, on n'aurait pas pensé que ce soit possible sur une blockchain publique. Et pourtant, c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc, nous, là, pour l'instant, on creuse avec eux dans cette direction. Ils nous ont donné leur appui pour faire ça. Et enfin, nous, ça remplit le taf, quoi. Enfin, on est hyper content. On se sent, c'est plus qu'un simple grant. C'est vraiment un partenaire. Et c'est ça qui est cool. Super intéressant, en effet. Du coup, là, vous en êtes à la combientième version de la solution, voilà, depuis le premier POC. Ah, on compte plus vraiment maintenant. On est vraiment dans un stade. Ça veut dire on a eu un POC. Après, on a eu un MVP. Maintenant, on a un produit. Depuis plusieurs mois, on a vraiment un produit qui est utilisable et utilisé. Maintenant, il y a toujours des choses à ajouter et on fait 3 ou 4 releases par semaine, des nouveaux changements qu'on fait au fur et à mesure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on le fait en fonction des clients, de ce qu'ils nous demandent, des prospects avec lesquels on est en train de parler qui nous disent bah, nous, on a besoin de telle feature. Donc, notre projet est vraiment co-construit, il est en mutation, il est vivant.
et il se modifie à chaque instant. À chaque fois qu'on essaie de faire une roadmap, et ben finalement, on change un petit peu parce qu'on voit telle urgence, tel besoin, tel nouveau questionnement. Et oui, du coup, on n'est plus à des versions, on est sur quelque chose qui est vraiment très, très fluide dans la manière dont ça bouge. Super. Et alors, tu nous as parlé tout à l'heure de ce premier client qui est arrivé, on va dire, au début du projet, puis avec lequel vous avez pu justement commencer à le faire avancer, à le développer en fonction des retours, etc. Là, aujourd'hui, avec combien de clients différents, du coup, vous travaillez, vous collaborez? Pour l'instant, on a quelques petits clients en plus, mais qui nous demandent pas tant de produits que ça. Donc nous, on préfère vraiment compter les grands partenaires avec lesquels on travaille, où on fait un petit peu de volume. Pour l'instant, on est en train de cibler un marché bien particulier sur lequel on est en train de s'implémenter. On fait beaucoup de calls. On rentre, sur le marché, mais on va dire que c'est en cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la prospection en B2B. On est business to business, on vend à des business, on leur demande de s'adapter à nous quelque part et de rentrer avec, de faire confiance à un nouveau produit. Et nous, du coup, en âge, on n'a que 6 mois. Il faut savoir qu'en moyenne, pour convaincre des business, il faut un an et demi. Du coup, le fait qu'on ait réussi à en signer des premiers, là, déjà, c'est assez impressionnant. Et on en a plusieurs autres qu'on annonce, et notamment, qu'on attend d'annoncer, et on a bah, en fait des noms hyper intéressants, des grandes marques, des marques connues, des marques d'ultra luxe qui veulent travailler avec nous. Et ça, c'est les projets qu'on est en train de finaliser, de closer en ce moment. Ok, génial. Ouais, effectivement, après 6 mois d'existence, c'est déjà, ouais, c'est déjà des très beaux caps. Et alors, La vente est vraiment centrale. Pour le coup, c'est une partie dont moi, je m'occupe un peu moins parce que moi, je suis plutôt dans le produit, dans sa création, dans son évolution et dans tous ses aspects techniques. Mais la vente est vraiment centrale, et je suis content de Jean-Alexandre qui va chercher des clients, qui me les ramène, qui me permet de faire des calls avec eux, de mieux comprendre leurs besoins et de faire évoluer le produit en fonction de ses vrais clients. parfait. Bon, bah voilà. Bah, donc, pour tous ceux qui nous écouteront et qui nous regarderont, et ben, comme quoi, pour travailler dans le monde de la blockchain, il suffit pas de bien maîtriser la blockchain. Il y a d'autres compétences qui sont absolument centrales et qui n'ont rien de spécifique à cette technologie, qui sont très classiques. Voilà, comme par exemple bah, la capacité effectivement à vendre, à pitcher. C'est tout aussi important. Donc, quand on a ces compétences-là, et ben, on est aussi parfaitement à même de travailler dans ce secteur-là pourvu d'aller apprendre et se former sur l'aspect technologique. Mais on aura par ailleurs un bagage qui sera forcément intéressant. Euh, alors, parle-nous là du coup pour être dans de l'actualité très très récente autour de votre projet, puisqu'on va parler de la semaine dernière. Parle-nous un petit peu de Demo Day, hein. Enfin, moi personnellement, j'ai vu passer des communications sur les réseaux sociaux hein, de la part justement de 42, de Station F, etc., qui annonçaient ça. Donc voilà, en quoi ça consistait déjà pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que Demo Day, et puis bah, voilà, comment ça s'est passé? Hop, désolé, j'ai un petit problème de chargeur. Je le gère. Alors, les démodés, nous, en fait, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, d'une façon ou d'une autre, pour des programmes, pour des écoles, pour des partenaires. Il y a des moments où on va nous demander de pitcher notre boîte. Soit on va nous demander de le pitcher juste pour nous tout seuls, pour un fonds d'investissement, par exemple, où l'école veut nous mettre spécialement en avant, ou ça peut être ça, ou alors ça peut être avec d'autres startups. Là, le démodèle la semaine dernière, avec 42, c'était peut-être 10 startups du batch qui, chacune, vont présenter ce qu'elles ont fait justement sur 6 mois à l'école 42.
Mais voilà, on a eu les démo days de Solana aussi, on a les démo days un peu avec tous nos partenaires. Si tu nous invites, Nathan, à faire un démo day avec d'autres startups ou juste nous à l'école Blockchain Business School, on viendra, on fera un démo day, on racontera ce qu'on a fait, on parlera de la blockchain. Et ça, c'est des choses très importantes dans la vie d'une startup, de l'entrepreneuriat en général, parce que c'est des moments où des startups vont pouvoir rencontrer des investisseurs, mais aussi des développeurs, des futurs partenaires. C'est des moments de vie qui sont importants. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre réponse à ta question de tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'a apporté la Blockchain Business School. La Blockchain Business School a aussi apporté tout un réseau. Même le fait de pouvoir venir à des événements physiques et de te rencontrer pour la première fois et rencontrer les autres acteurs, les autres professeurs de la BBS et mes camarades que j'ai rencontrés sur place, tout ça, c'est du réseau, c'est des gens qui pensent à nous des fois, qui disent ah, bah tiens Samir, j'ai pensé à toi et à ton projet, regarde, il y a ça d'intéressant, qui nous envoient des messages, qui nous présentent des gens. Et pour revenir sur le conseil que j'avais donné par rapport à Vierzon, c'est vraiment pitcher son projet en permanence. C'est en lien avec le réseau, on en parle, on en parle, on en parle. Et en fait, ça fait déboucher ça permet d'ouvrir des opportunités qu'il n'y aurait pas eu sinon. Donc les démo days, nous, si on vient à tous ceux qui sont intéressants, et la plupart le sont, on présente le projet, et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, on l'a présenté là, dans ce cas précis, à l'école 42. Ok, et donc bah, ce qui a constitué finalement un entraînement, j'allais dire, bon, même si on a compris dans ce que tu nous disais que vous êtes bien rodé à cet exercice-là, mais du coup ça intervenait un peu plus tôt dans la semaine, avant la fin de semaine, où vous étiez sur Vivatech hein, avec Jean-Alexandre. Voilà, tu me disais en off juste avant bah, que vous aviez votre propre stand à Vivatech. C'était sur les journées de vendredi et samedi, hein, je crois. Ouais, Euh, ça fait partie des succès qu'on a où on est extrêmement fiers, encore une fois, en seulement 6 mois. Ça veut dire qu'à la Vivatech d'avant, de l'année dernière, on n'existait pas encore. Et celle d'après, non seulement on vient, mais pas seulement en tant qu'invité, on vient avec notre propre stand. Et donc, du coup, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un pitch qui a été bien construit. C'est le résultat d'une rencontre avec un marché qui nous a permis d'affiner notre discours, d'affiner notre produit. Euh, et du coup, on s'est retrouvé à la Vivatech avec notre propre stand. On a pu pitcher le projet à beaucoup de gens qui passaient, mais aussi des gens qui, je m'en suis rendu compte, ça m'a même un petit peu étonné. En fait, je m'attendais juste à ce qu'on parle aux gens qui passent devant. On a eu un assez bon spot, un bon endroit, donc on était déjà content de parler aux gens qui passent. Mais en fait, on s'est rendu compte même qu'il y a des gens qui sont venus spécialement pour nous voir parce qu'ils ont vu ces photos sur LinkedIn, parce que quelqu'un leur en a parlé, parce que eux-mêmes, c'est des responsables de tel ou tel projet et que ça les intéresse de nous rencontrer et de parler avec nous et peut-être de devenir nos clients. Et ces gens-là, finalement, s'ils veulent nous voir en vrai, bah, en fait, la Vivatech a été une super opportunité j'ai envie de dire, joindre l'utile à l'agréable, mais comme ils y passent de toute façon, de venir nous voir. Et on a vu beaucoup de personnes avec leur petite liste et on était dedans pour nous rencontrer, en fait. ok, ouais, donc ça, ouais, top. J'imagine que ça doit être hyper gratifiant et puis confortant dans votre travail, ouais, de dire que il y a des gens qui viennent spécifiquement vous voir sur votre stand sur la Vivatech, donc lequel vous avez été invité, hein, c'est ça que tu disais, vous avez eu une invitation, c'est ça, de la part de Vivatech à venir? Alors, c'était pas vraiment une invitation. En fait, on a sur le stand de la CCI nous a sélectionnés. C'était peut-être, on pourrait dire, une sorte de concours, une sélection en tout cas. La CCI nous a sélectionnés sur plus de 300 startups pour faire partie de la dizaine qui allait pouvoir présenter un peu en leur nom. Donc, quand on allait à la Vivatech, il y avait un endroit où il y avait marqué CCI et en dessous, il y avait quelques startups. Et donc, nous, on faisait partie de cela. Ok, ça marche. Donc c'est la CCI qui vous a, oui, qui vous a invité à faire partie de leur délégation en quelque sorte hein, pour représenter la CCI à Vivatech.
C'est ça. Et je remercie la CCI pour ça parce que c'était une super opportunité non seulement de rencontrer beaucoup de gens de plein de milieux différents, mais encore plus de rencontrer la CCI. Évidemment, on les connaît, sinon on ne serait pas là. Mais là, j'ai pu rencontrer d'autres membres de la CCI. Et en fait, c'est encore une fois, c'est la force du réseau. Je parle à une personne, je lui explique ce qu'on fait, et elle me dit, ah, ben, c'est incroyable, je pense à telle personne qui, je pense, pourrait être intéressée par ton produit ou qui aurait une pierre à ajouter. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé à la Vivatech, non seulement par rapport aux gens qui passent, mais même par rapport à la CCI, où du coup, il y a des nouvelles opportunités, sans en dire plus, mais il y a des nouvelles opportunités qui sont créées ce jour-là, oui. Et oui, nous sommes tous à 6 personnes de n'importe qui sur Terre. Voilà, donc la force du réseau. Alors, ben, pour finir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, oui, sur votre roadmap maintenant, là, peut-être, tiens, sur la fin d'année 2025, qu'est-ce que vous avez comme, comme objectif important ou voilà, des choses que vous avez envie de réaliser sur cette fin d'année dans le développement du projet? Alors nous, ça fait déjà, du coup, ça fait 6 mois officiellement qu'on annonce, un peu tout le temps des bonnes nouvelles sur notre LinkedIn. Si on descend notre LinkedIn, c'est bonnes nouvelles sur de bonnes nouvelles. Ce qu'on veut, c'est continuer vraiment sur cette direction-là. On veut pouvoir annoncer donc les partenariats un peu, enfin, les prospects, les partenariats un peu secrets qu'on a pour l'instant. On aimerait bien pouvoir aller jusqu'au bout, passer les phases de test et pouvoir les annoncer publiquement. Ça va être des moments qui sont très importants pour nous et qu'on attend. Et ensuite, développer une startup qui soit la meilleure possible, quoi. Nous, on a pas mal d'ambition, on veut aller loin, on trouve que le marché est prêt, on trouve que notre solution est adaptée, qu'elle est techniquement bien construite, intéressante. On trouve qu'on a les talents de vente qu'il faut. Donc on trouve qu'il y a un peu tout qui est réuni. On est très content d'être là. On avance de plus en plus. Les partenariats blockchain se solidifient et vont de plus en plus loin. Donc on est on vit notre aventure et on continuera à partager. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Toutes nos avancées qu'on peut publiquement partager, on les partage et ça va être la suite, c'est ça. Top, génial. Ouais, bah, et puis en plus de ça, on peut ajouter la fameuse réglementation européenne sur les DPP, hein, qui est déjà annoncée depuis quelques temps. Mais donc ça, c'est pareil, le jour où ce sera officialisé, on va dire, et où ça entrera en vigueur, on va dire que les planètes seront encore plus alignées, parce que là, il y aura carrément une obligation réglementaire en termes de conformité pour tout un tas d'entreprises d'avoir ces fameux passeports digitaux pour leurs produits. Bah, Euh, ça encore, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça veut dire que nous, la première fois qu'on a eu l'idée et qu'on a commencé même la première proof of concept. En fait, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut une meilleure traçabilité du produit, de son état, de ses informations. Et au bout de quelques temps, on se rend compte assez rapidement que nous, on veut ça et qu'on veut construire ça, mais qu'on n'est pas les seuls. Même la Commission européenne le veut. Et, et du coup, ça s'appelle le Digital Passport Product. Et nous, on s'y attendait pas. Et en fait, c'est devenu un de nos arguments phares. C'est de toute façon, l'Europe à son échelle, et même beaucoup de grandes marques, veulent que tous leurs produits soient beaucoup mieux traçables. Et nous, c'est des solutions qui sont adaptées là-dessus. Donc, c'est incroyable. Des fois, quand on pitch une startup, quand on pitch une nouvelle idée, on a des objections auxquelles on n'aurait pas pensé. Et des fois, on a des arguments qu'on n'avait pas prévus, où en fait la législation est en train de changer et aller dans notre sens. Donc nous, c'est ce qui nous est arrivé, et depuis, bien sûr, évidemment, par rapport au premier jour où on ne connaissait même pas ce mot, maintenant on est devenu beaucoup plus expert du sujet, et évidemment, c'est quelque chose qu'on attend qu'elle se prépare. Le jour où le Digital Passport Product est une obligation, bah, CFOUT sera là, prêt à accompagner les entreprises, prêt à les aider pour qu'on ait une traçabilité la mieux organisée possible. ce qui est l'un des cas d'usage originels de la technologie blockchain, hein, la traçabilité. Donc voilà, ce qui est médiatisé, c'est l'aspect spéculation, trading, investissement. Mais voilà, on oublie aussi que l'authentification, la traçabilité, C'est la ce base. sont des cas d'usage originels de la technologie, qui a déjà beaucoup d'entreprises
qui utilisent des solutions basées sur la blockchain pour ce genre d'usage-là. Mais voilà, c'est évidemment beaucoup moins médiatisé. Et donc, bah ouais, effectivement, vous avez vous avez tout pour réussir. En tout cas, bravo hein, pour l'exécution, parce que ça, c'est pareil, on le répète assez souvent à la BBS. L'idée, c'est bien, mais 99% du projet, c'est comment est-ce qu'on l'exécute. Et donc là, bah, de ce que tu nous as présenté, l'exécution semble de qualité hein, pour pouvoir avoir atteint les différents milestones que tu nous présentes en Bah, ce six qu'il faut mois. comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on était juste à 2 dans l'équipe. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on est 6. On a des gens qui travaillent sur la tech. On a même un spécialiste de la blockchain qui est avec nous. On a des gens qui nous aident sur des questions de droit. Et en fait, on est tout un réseau de personnes, que ce soit des freelances, que ce soit des stagiaires, qui sont vraiment motivés et intéressés par l'idée, contents de travailler avec nous et qui apportent chacun leur pierre. Et qui fait que le projet, maintenant, c'est devenu un projet de groupe. Et ouais, on est toute une équipe, on est nombreux. Et cet accomplissement, de le réussir à le faire avec si peu de moyens au tout début, franchement, c'est quelque chose dont on est très très fier. Et on sent que avec cette passion et cette détermination qu'on a, on va pouvoir aller encore plus loin et passer tous les autres milestones. Ben ouais, effectivement, vous pouvez être fier de vous, hein. Et puis, bah, comme tu dis, hein, la passion, la détermination, c'est la clé, hein, quand on entreprend. Pour être capable pour être capable de tenir le coup, notamment quand il y a des obstacles, quand il y a des problèmes, etc. Bah, voilà, il faut de la passion, il faut de la détermination, il faut aimer ce qu'on fait parce que sinon c'est pas agréable et donc bah, on tient pas le coup, hein. Ah, tu fais bien d'en parler quand même parce que s'il y a des gens qui réécoutent le live et qui sont en mode entrepreneur, c'est vrai que ça peut donner envie très vite, mais il faut quand même souligner le fait qu'il y a des moments, c'est dur, quoi. Là, maintenant, c'est un peu plus facile. On a quand même un certain niveau de notoriété. Je trouve qu'on a un produit qui est très bien construit, qui est très fort. On a quelque chose de solide. Mais le temps d'en arriver là, c'était pas évident. Il y a eu des moments de doute. Est-ce que je travaille sur un projet qui va avoir le jour, qui va résonner quelque part? Et ben tout ça, on ne sait pas. Et même s'il y a des moments où on est vraiment, vraiment convaincu, et ben forcément, il y a d'autres moments où on n'est plus convaincu du tout. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être, surtout dans le monde des startups, qui peut être très, très difficile. Donc, il faut faire attention quand on veut y rentrer et heu, la motivation est très importante pour tenir et encore plus d'avoir des cofondateurs. Donc, moi, j'ai Jean-Alexandre qui est avec moi. Il y a des jours où je suis un peu plus bas, lui, il est, au top de sa forme et vice versa. C'est un grand plaisir d'avoir un cofondateur sur lequel, s'appuyer et d'avoir cette motivation qui est plus une motivation qu'on a tout seul, mais qu'on a, en groupe et qui permet de tenir toutes ces épreuves dures parce que les épreuves dures peuvent être très très dures. Ouais, complètement. Ouais, tu fais bien de le préciser parce que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, hein. C'est surtout pas quelque chose de linéaire. Bah, faut avoir le cœur bien accroché. Mais bon, c'est aussi ça qui fait tout le sel de de cette expérience, hein, la saveur de cette expérience. Surtout bah, quand on arrive euh, là où vous en êtes aujourd'hui finalement. Voilà, on se dit bon bah ça valait le coup de s'accrocher, ça valait le coup de passer par ces moments parfois un peu plus difficiles parce que bah voilà quand l'idée est là et qu'on exécute correctement, bah, ça finit par payer. Donc bah, en tout cas voilà, bravo à toi, bravo à toute l'équipe du coup comme tu nous as dit, hein, maintenant vous êtes plus seulement à deux. Merci d'être venu nous partager tout ça. Et donc effectivement, on vous retrouve sur les réseaux pour suivre les évolutions de Safe Out. Voilà, tu reviendras nous en parler avec grand plaisir. Bonne fin de journée à toi, bonne fin de semaine. Et puis bah, à bientôt tout le monde pour un prochain live avec un ancien de l'école. Merci Nathan. Ciao!